C'est mieux si j'ouvre mon micro. Bonjour à tous, il est 12h05, je propose que on démarre le webinaire. Il reste encore quelques inscrits à nous rejoindre, mais on va démarrer pour essayer de maintenir le timing. Donc merci à tous de votre participation. Je me présente rapidement, je suis Frédéric Ravilly, délégué régional du pôle mer Bretagne-Atlantique en région Pays de la Loire. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce troisième épisode de nos webinaires destinés à mieux connaître l'économie maritime. Cette fois-ci, on va traiter le thème de la transition dans les ports, enjeux et opportunités. Comme d'habitude, on co-organise ce webinaire avec la French Tech, Saint-Nazaire La Baule-Pornic, dans l'objectif notamment d'acculturer les réseaux French Tech à l'économie maritime. Deux mots sur le pôle mer très rapidement. On est un pôle de compétitivité. On regroupe environ 450 participants, 450 membres, essentiellement des PME. Notre travail, ça consiste à identifier et accompagner des projets d'innovation collaborative en lien avec le secteur maritime. Et donc, on s'organise autour de 6 grands domaines. La sûreté sécurité maritime, la construction navale, le nautisme, les énergies marines, les grands fonds marins, les bioressources marines, les sujets liés à l'environnement et les sujets portuaires. Donc on couvre à peu près toute l'économie maritime. Donc voilà, et là on est plutôt dans un rôle avec vous d'animation de la filière autour des sujets maritimes. Pour m'accompagner, Pierre Mignet, président de la French Tech Saint-Nazaire La Baule-Pornic. Je te laisse peut-être te présenter, Pierre, si tu veux, et puis introduire également rapidement la French Tech. Oui, bonjour, donc Pierre Millet, moi j'ai pas grand-chose à dire sur moi-même, sinon que je suis l'un des animateurs de la French Tech sur le territoire. On est une jeune communauté créée en 2019. On est sur un territoire où on est un territoire de bord de mer, donc l'économie bleue est assez naturelle. On est sur un territoire aussi où les enjeux de décarbonation au sens large sont assez prégnants. Et donc cette série de webinaires, le premier a été sur les EMR, le deuxième sur la décarbonation du transport maritime, le troisième sur le portuaire, donc avec Paul Touré qui prendra la parole juste après, et le quatrième qu'on annoncera en fin de cycle, enfin en fin de session, sera sur les bioressources marines. S'inscrit dans un cycle qui va nous emmener jusqu'au 12 mai, un événement dont on parlera également après l'intervention de Paul. Voilà, notre objectif, c'est de nous positionner aussi en tant que French Tech aux côtés du pôle sur ces enjeux d'économie bleue, sur un territoire où je l'ai dit, où l'économie bleue est assez native, et de faire monter à la fois notre propre communauté, mais les communautés French Tech connexes littorales en compétences et en connaissances sur ces enjeux. Et merci vraiment vivement le pôle de nous accompagner sur cette voie. Merci beaucoup, Pierre. Alors, quelques mots sur le déroulé du webinaire. Alors, pour ceux qui ont fait les premiers, voilà, on reste sur un mode de fonctionnement assez classique. Donc, on va rappeler juste après ça les objectifs. Pierre on a déjà un petit peu parlé. Ensuite, on aura le plaisir d'accueillir Paul Touret, qui est le directeur de l'ISEMAR, pour parler du thème lié au portuaire. Évidemment, il aura l'occasion de se présenter. On aura ensuite un petit temps de questions-réponses. Et puis ensuite, on finira par une conclusion, notamment pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer en mai, et puis les différentes manifestations sur lesquelles on travaille en commun avec la French Tech et le pôle mer Bretagne-Atlantique. Alors, les objectifs, effectivement, Pierre en a parlé. Ces webinaires sont destinés à mieux faire connaître l'économie maritime, notamment aux communautés French Tech, mais elle s'adresse plus largement aux acteurs qui veulent en savoir un petit peu plus sur l'économie maritime. Donc, comme l'a dit Pierre, on a proposé déjà une revue un petit peu des enjeux autour des énergies marines, autour des sujets liés à la décarbonation du transport maritime. Cette fois-ci, on va aborder les sujets autour des enjeux portuaires. Et puis, le mois prochain, ce qui conclura notre cycle de 4 webinaires, on va reparler des bioressources marines. L'optique, c'est voilà, de vous inciter à regarder avec plus de vigilance et sans doute plus d'intérêt les opportunités offertes par l'économie maritime, qui est une économie toujours en croissance et qui, vous allez le voir, joue un rôle assez considérable et souvent mal connu dans le monde économique de manière générale, puisque ça touche à peu près tous les marchés, à minima pour les enjeux de transport, qui sont bien effectivement un des cœurs de sujet de l'économie maritime. Voilà. Puis notre objectif, c'est vous donner envie d'aller plus loin, au-delà de cette prise de connaissance, évidemment, de vous inciter à rejoindre nos communautés, le pôle, la French Tech, et puis à peut-être tourner vos compétences aussi vers le milieu maritime, voilà, qui encore une fois ouvre beaucoup d'opportunités.
Voilà pour ces aspects, comment dire, plutôt un propos introductifs. On reviendra évidemment sur ce qui va se passer au mois de mai, mais on va laisser la parole maintenant, pour rentrer dans le cœur du sujet, à Paul Touret. Donc Paul, tu es expert maritime, docteur en géographie et puis directeur de l'ISEMAR, l'Institut supérieur du maritime, d'économie du maritime, pardon. Donc je te remercie à nouveau de ta présence et de ton intervention. Donc je te laisse la parole pour une trentaine de minutes et nous présenter donc ce qu'est ces enjeux, ce que sont ces enjeux portuaires liés à la transition. Voilà, Paul, la scène est à toi. Bonjour à tous. Il faut avancer d'une page parce que je sais Allez, pas trop. Vas-y, vas-y. Donc on va essayer de poser la question un petit peu de notre port. Je veux dire de notre port parce qu'on est dans le territoire de, de Nantes-Saint-Nazaire et dans ses dimensions énergétiques et technologiques. Un petit rappel juste pour les amarres. On est un produit purement du territoire. Excusez-moi. On est soutenu par la région, la métropole Nantes-Saint-Nazaire sous ses deux entités territoriales, la CCI, le port et l'Union maritime. Voilà. Donc, mais on a une vocation, c'est d'être un observatoire national et international de toutes les industries maritimes, de toutes les problématiques portuaires et aussi navales, puisque on travaille notamment avec les chantiers d'Atlantique. Alors, je vais essayer de vous brosser un tableau à la fois un peu du port et un petit peu après des problématiques technologiques. D'abord, juste un petit rappel, il faut toujours de la carto, et puis quand on est géographe, on aime ça. Euh, on est dans un des grands espaces portuaires, même si ça se voit pas parce qu'on est obligé de tout mettre, mais en gros, on est le quatrième port français avec forcément une densité un peu moins forte qu'à Dunkerque, qu'à Aropa, c'est-à-dire le Havre-Rouen et à Marseille-Fos. Mais à Nantes-Saint-Nazaire, on a ce positionnement qui est le principal port de l'Atlantique, un petit peu mineur, mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi accolé avec le plus grand centre de construction navale de France et un des principaux d'Europe. Donc il n'y a pas que du portuaire, il y a aussi cet industriel naval qui est très important. Et comme je l'ai rappelé dans une intervention il n'y a pas très longtemps, on est aussi accolé avec un grand producteur aéronautique. Donc finalement, si le tissu portuaire de Nantes-Saint-Nazaire est un peu petit, il est accolé à deux grands secteurs industriels qui sont relativement importants, qui est évidemment l'aérien et le naval. Pour resituer ensuite après, toujours, qu'est-ce qu'il y a après, Frédéric? Voilà. Alors, on a un petit défaut forcément dans notre zone parce qu'on a une dynamique territoriale qui est un peu plus faible. Comme vous pouvez le voir, on a des regroupements de dynamique de territoire sur la Loire, sur la Seine avec Aropa, on a les dynamiques de la Méditerranée vers Lyon, on a le Nord, c'est un peu le schéma. Juste pour un peu ce contexte un peu particulier, on manque un petit peu pas de densité portuaire, on va dire, mais en tout cas d'une stratégie de territoire forte, même si on en témoigne aujourd'hui avec le pôle mer Bretagne-Loire, Atlantique, on a quand même accolé à côté de nous la Bretagne. Alors, toujours pareil, complémentarité, concurrence, c'est un petit peu notre problématique. On est un des ports d'État, le seul, pas, il y en a trois sur la côte atlantique, on est le plus fort d'entre eux. Est-ce qu'on est capable pour autant de coopérer? Un petit peu difficile. On voit sur les projets de MR à la fois une sorte de coopération, mais aussi de relative concurrence entre ces ports. Voilà pour brosser un peu le tableau des trafics institutionnels. Après, sur notre espace, je pense que c'est la carte de l'estuaire, si je me souviens bien. Non, alors, aussi rappeler, on a d'autres dynamiques portuaires qui sont un petit peu différentes. Sur les ports de pêche et sur les ports de plaisance, encore une fois, on est dans un petit territoire, hein, deux départements sur la région Vendée, Loire-Atlantique, évidemment à côté d'autres régions qui ont plus de densité, comme la Bretagne, avec plus de départements ou une activité, comme on le voit par exemple sur la Plaisance, sur La Rochelle, est un peu plus forte. Donc en termes portuaires de pêche comme de plaisance, on est, on va dire, un rang intermédiaire, voire secondaire. Il en va de même pour la pêche, mais on a aussi peut-être un peu moins de fragilité que d'autres par rapport notamment sur la pêche, on l'a vu avec le Brexit, et sur la plaisance, bon, on est dans un territoire un petit peu particulier, mais une des forces qui n'est pas mise sur la carte, évidemment, c'est le groupe Beneteau, qui est un grand producteur. Donc on retrouve un petit peu la même chose que pour le portuaire et le naval du commerce, une figure portuaire un petit peu
moins importante qu'ailleurs, mais accolée à un tissu industriel spécialisé, ce qui peut aussi avoir un intérêt quand on parle de décarbonation des navires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le portuaire, il y a aussi le rôle que peut avoir l'industrie nautique et l'industrie navale conventionnelle. Sur notre estuaire, là je pense que c'est l'estuaire, si je ne me suis pas trompé. Alors j'ai mis les ports de pêche et de plaisance pour qu'on s'en souvienne, hein, évidemment, tout petit sur la Loire, toute petite façade de la Loire-Atlantique, mais on est effectivement dans un territoire assez spécifique, une grande métropole très diversifiée avec Nantes, le pôle industriel au portuaire de Saint-Nazaire, et puis un tout petit littoral du Loire-Atlantique. Mais c'est ce qui fait les caractéristiques de ce territoire, mais aussi une forte densité et une proximité des acteurs. Sur l'estuaire lui-même, une activité nantaise plutôt réduite, 10%, que vous connaissez si vous êtes à Nantes et vous passez le pont. D'ailleurs, c'est pas Roche-Maurice, mais Roche-Maurice, les Chevirets au sud, et puis les grands sites de Saint-Nazaire avec la raffinerie à Donge, les différents sites industriels et portuaires de Montoire, et puis le bassin industriel de Saint-Nazaire, très riche, avec évidemment la construction navale et en ce moment une nouvelle phase de MR. Avançons d'un cran, si Frédéric. Alors, évidemment, il y a une dynamique très particulière qui est celle du maritime, 3% des émissions mondiales, tout confondu. On est au niveau de l'Allemagne, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Quand on regarde les autres transports, il y a des transports routiers ou même l'aérien qui émet beaucoup plus. Mais on a ciblé depuis quelques années le transport maritime comme un des modes qui pouvait réduire le plus rapidement et le plus symboliquement peut-être ces émissions, en visant à la fois la consistance d'abord du carburant maritime, parce qu'on brûlait du fuel maritime qui était très lourd en dioxyde de soufre et en dioxyde d'azote, et puis engagé carrément dans la décarbonation, c'est-à-dire la suppression des carburants fossiles émetteurs très forts de CO2. Donc c'est une des particularités, c'est une exigence, et il faut toujours le souligner. On est sans doute le secteur maritime qui le porte le plus de pression aujourd'hui. Alors je dis pas que la conversion à l'électrique des véhicules européens ou les attentes de l'aérien n'existent pas, mais le monde maritime est vraiment sur une hyper demande et faire forcément une hyper réponse, jusque peut-être à poser des questions de pragmatisme et de réalisme à court terme en tout cas. Donc, sur le réchauffement climatique, on a deux processus qui sont illustrés en haut à gauche, que je vous laisse, il suffit de le taper sur Internet, hein, vous le retrouvez. Le calendrier OMI, qui au départ était de désulfuriser le fioul lourd, s'est transformé en décarbonation. Et je vous rappelle que un porte-conteneur, les plus grands porte-conteneurs font 400 mètres sur 70 mètres sur 70 mètres. C'est des immenses boîtes de fer, transportant eux-mêmes des boîtes de fer. Et jusqu'à présent, le moteur à combustion à base de fioul lourd était à la fois le mode le plus efficient et le plus économique. Donc vouloir décarboner le maritime, c'est un énorme challenge. L'industrie maritime consomme 300 millions de tonnes de pétrole par an pour sa mobilité. Pardon, faire une transition sur ça est quand même difficile. Alors, on est en 2025, il nous reste 25 ans, mais comme ce programme a été émis quasiment au milieu des années 2010, vous voyez, on a déjà 10 ans après, on progresse, mais les challenges sont très importants. Et puis en bas à droite, c'est le phénomène européen réglementaire qui est plutôt taxatoire, on va dire, pour amener plus rapidement à des solutions énergétiques. Donc, la particularité maritime, c'est qu'il est pris entre le marteau de l'OMI et l'enclume de l'Europe, mais ça lui permet d'avancer. Alors, c'est pas que les autres pays n'avancent pas. La Californie a eu beaucoup de règlements positifs. La Chine doit aussi en avoir parce que c'est une des premières zones de pollution. Mais évidemment, l'époque n'est pas forcément favorable avec ce qui se passe aux États-Unis. Passons sur question des réglementations. Et normalement, après... Alors, le processus, en gros, pour décarboner le maritime, on va dire, on vire tous les vieux bateaux qui polluent trop, etc. Mais de toute façon, ils doivent disparaître parce qu'un bateau, ça dure 20 à 25 ans. Mais on peut accélérer le phénomène puisqu'on va classer les bateaux. Tout un processus de classification, en gros, c'est le critère appliqué aux bateaux, le critère de vos voitures. On va faire de l'électricité, du courant de quai pour réduire évidemment les pollutions à quai, qui sont à la fois les plus désagréables et souvent les plus visibles. Donc, notamment dans les navires à passagers, ça on le sait, c'est un impératif très très rapide et il y a beaucoup de politique là-dessus. Et puis, arriver vers les nouveaux carburants.
Alors, modèle de graphique qui a 2 ans ou 1 an, c'est qu'en 2050, on est 97% de nouveaux carburants dont on va définir, je pense, après. Mais l'idée du maritime, c'est pas forcément, pour être clair, d'aller à la voile, à la rame ou autre chose. C'est plutôt de passer sur de la décarbonation avec des nouveaux carburants issus des énergies vertes, et ce qui doit être défini, je pense, après. Alors, en gros, la solution qui est privilégiée depuis quelque temps, et c'était pas du tout la solution en 2018-2019, puisqu'on disait on allait faire du GNL le plus possible et puis on verra après. Maintenant, c'est qu'on essaye d'aller sur les nouveaux carburants. Les nouveaux carburants, en gros, c'est de la base de l'hydrogène avec de la chimie. Bah, on refait de l'hydrogène et du CO2, puis après on fait du méthane, du méthanol, du kérosène. On peut faire de l'ammoniac. La base, c'est simple, il faut de l'électricité. Électricité renouvelable en majorité, faiblement nucléaire parce que le dossier est un peu difficile. Avec cette électricité renouvelable, on fait de l'hydrogène. Avec l'hydrogène, avec le CO2, on fait des nouveaux carburants. L'avantage du CO2, c'est qu'on en a même des fois en production industrielle ou en captage atmosphérique. Donc tout ça est très bien, c'est un bon principe. On peut même le faire éventuellement avec du bio en mélangeant avec de la biomasse. Mais le principe de base, quand même, c'est d'avoir de l'électricité et de l'électricité verte. Et là, on tombe quelque part sur une forme de la quadrature du cercle. Qu'est-ce que j'ai mis après? Alors, ça veut dire que dans les ports de demain, bah, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir récupérer l'électricité, alors l'électricité sur place ou l'électricité qui arrive de la mer, notamment de l'éolien flottant opposé. Avec cette électricité, bah, on la redonne directement au navire, plutôt avec le branchement à quai, mais on pourrait aussi imaginer le rechargement des batteries sur des bateaux un peu plus légers, ou alors on le transforme en nouveau carburant et là, il fera du soudage. Donc le port, si on oublie la partie gauche qui est plutôt de la construction et de la maintenance, il y a des fonctions productives et des fonctions de service qui vont se développer et on le voit que c'est ce qui se passe à l'échelle de beaucoup de ports en France et dans le monde. Alors, du coup, page d'après, qu'est-ce qui se passe chez nous? Alors déjà chez nous, on répond à le premier enjeu qui est qui est la production. Vous savez qu'il y a une usine de sous-station électrique au niveau des chantiers. Il y a une usine en grande difficulté pour les éoliennes, mais on va laisser tomber le volet industriel. Le volet logistique, ben, c'est d'équiper l'espace atlantique. Pour l'instant, c'est 2 champs posés donc Saint-Nazaire, Yeux, Noirmoutier, et à terme, à court terme, ça sera Oléron. Et puis le deuxième enjeu, c'est de produire massivement de l'électricité avec de l'éolien flottant, d'où le projet EOL que vous voyez en haut à droite. Donc ça répond en fait le port, solution logistique et industrielle pour produire de l'électricité en masse, en mer, pour fournir les futures usines, notamment de e-carburant à base d'hydrogène. Donc deuxième chose après, Frédéric, si tu peux. Voilà, le photovoltaïque, il faut pas l'oublier. Le but quand même, c'est de couvrir nos toits, l'ensemble de nos toits et nos friches. Alors les toits, ça peut être les entrepôts comme vous voyez à Nantes, mais il n'y a pas que les entrepôts évidemment du monde portuaire ou privé qui doivent le faire, hein. C'est l'ensemble peut-être de nos toits demain qui seront en photovoltaïque, mais aussi les friches. Alors les friches portuaires, elles sont de 2 ordres. Il y en a qui sont liées au non-développement. Alors ça peut exister, mais il y en a aussi qui sont liées à des zones de sécurité. Et par exemple, dans les pourtours de zones Céveso, de terminaux gaziers, on peut faire du photovoltaïque. Donc une idée quand même, c'est que le port peut être autoproducteur d'électricité, notamment par les espaces qui disposent de toits et de surfaces à plat en termes d'électricité. Ensuite, on peut faire de la production, c'est ce qu'il doit y avoir sur la page d'après. Donc de l'hydrogène, on a 2 projets à Saint-Nazaire. On a le projet TechCare d'EDF qui vise à récupérer du CO2 de cimenterie de l'intérieur de la France et avec de l'électricité et de l'hydrogène, on va produire du kérosène. Donc on est sur du e-carburant à vocation aérienne pour le bassin parisien, pour les demandes des aéroports parisiens. Mais ça prouve que ça peut être une industrie. Puis de l'autre côté, on a un plus petit projet au niveau de Life et des Lys Énergie pour faire de la production déjà à petite échelle de e-méthanol pour l'espace atlantique. On est sur de la petite production, mais il faudra de la grande comme de la petite production. Le projet d'après, qu'est-ce que j'ai pu mettre, Frédéric?
La question du courant de quai, alors vous voyez, le courant de quai, quand vous voyez, c'est 20 mégawatts. C'est un projet qu'on retrouve dans plusieurs ports. Là, on est aux États-Unis, en Europe, une carte, et on a un peu d'un trou dans la raquette. C'est une vraie question qui se pose. Là, vous voyez, le premier équipement du branchement à quai, vous avez bien compris qu'on était sur du micro-bateau, des bateaux de service, mais c'est un des grands enjeux, un des enjeux électriques et en même temps d'équipement. Est-ce qu'il faut, alors, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le quai, est-ce qu'il faut du courant à quai? Est-ce qu'il faut un branchement à quai? Ou alors demain, est-ce que c'est pas plutôt au navire d'avoir sa propre solution électrique, notamment de pile à combustible, solution hydrogène à bord, pour produire lui-même? Voilà. Est-ce que c'est au réseau? Vous voyez bien, quand vous êtes au parking pour aller faire des courses, vous branchez pas pour faire tourner la radio. Bon, vous éteignez le moteur, mais la question, c'est que c'est votre batterie qui fonctionne. Donc, est-ce que demain, le bateau doit pas être lui-même équipé de solutions électriques et qui se débrouille plutôt que de le brancher? Sachant que c'est du branchement annexe, hein, c'est pas du branchement de puissance, hein, puissance motrice, c'est du branchement essentiellement pour produire l'électricité à bord, électricité, systèmes divers et variés qui fonctionnent à l'électricité à bord. Et puis, pour finir après, on va rentrer un peu plus dans les techs, si je me souviens. Alors, on a dans Zibac, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une dynamique, il faut bien que tout le monde en prenne conscience. On a une dynamique intéressante, à la fois de décarboner, mais aussi de repenser l'énergie dans le port. Et pour être Zibac est un bon moyen d'arriver. L'idée, c'est qu'on était un vieux port énergétique, centrale thermique, stockage gazier et raffinage. Demain, on peut devenir un hub multi-énergie avec de diverses solutions, de divers ordres. Et donc, c'est pour ça que ça peut être c'est ça l'intérêt de Zibac, c'est de nous amener sur autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un port énergétique, on est un hub, entre guillemets, de multi-solutions dans lequel on peut amener de l'électricité, du CO2, de l'hydrogène, et transformer toutes sortes de carburants. Donc c'est une sorte de révolution par rapport, surtout il y a 3 ans, quand on parlait de désindustrialisation portuaire au travers de l'énergie. Non, on est sans doute sur autre chose. En tout cas, on peut entrevoir une vision sur quelque chose de différent. Et à la fin, la techno, il me semble quand même, la techno. Alors voilà, c'est ce que j'ai appelé l'invasion technologique. Aujourd'hui, elle existe. Pour les navires, par exemple, c'est le monitoring, hein. Alors, c'est le navire automatisé et tout ça, on va laisser un peu à la science-fiction. Mais le navire aujourd'hui peut être monitoré au maximum. Donc, on a des trucs à faire, notamment au niveau du navire. Le routing, que ce soit à la voile ou pas, il faut du routing pour optimiser les itinéraires. Et puis, vous voyez, l'AI commence à rentrer un peu, j'en ai chopé un au hasard sur Internet, hein, vous voyez. Aujourd'hui, l'AI, bah, pour améliorer la prédiction, la prédiction météo, pour améliorer l'automatisation de la phase portuaire ou optimiser les routes. Bon, on voit qu'il y a des choses assez intéressantes. Donc, l'introduction de l'invasion technologique au niveau des navires, on la voit assez vite parce que finalement, ça reste un objet mécanique qu'on peut optimiser par pas mal de choses. L'invasion technologique sur la page d'après, pour être dans la fin sur les énergies, est plus compliqué. J'ai chopé 2-3 choses comme ça, vous voyez. On commence à lire, en tout cas, il y a des articles où dit voilà, l'AI peut faire des choses en termes d'efficacité énergétique. Donc, en fait, est-ce que l'AI n'est pas une forme plus intelligente que l'homme d'optimiser les choses? On va laisser l'AI comme un espèce de concept. En tout cas, on voit bien qu'on peut essayer de faire des choses beaucoup mieux en termes d'énergie. Alors voilà la question. Est-ce que j'ai mis une page après, Frédéric? Il y a une page ou pas? Je ne me souviens plus. Voilà, en fait, la question, voilà, c'est est-ce que demain, le smart peut favoriser la transition énergétique? Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est une vraie question, en gros. Attends, Frédéric, je sais plus ce que j'ai fait. Donc, avance un cran. Alors, après, tu continues sur l'invasion technologique, là, sur Vas-y, c'est pour voir schéma portuaire. Vas-y, Hop. s'il y avait un Je suis truc. désolé, il y a un peu de rémanence, hein, donc ça prend un peu de Oui, temps. voilà. En fait, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas évident de savoir comment, ce qu'il peut y avoir. Ce qu'on voit bien, c'est la notion de smart grid. En gros, c'est comment la tech peut aider justement entre consommation énergétique, besoin. Donc, il y a toute une intelligence autour des systèmes. C'est pour ça que je suis pas allé très loin dans la réflexion, mais on voit s'il y a quelque chose de transition énergétique, application au passage aux besoins énergétiques portuaires, c'est plutôt là-dessus.
C'est plutôt sur donc l'intelligence des réseaux, réseaux électriques ou autre chose. Voilà, en termes de production, en termes d'équilibrage. Et ça, c'est un vrai défi. Alors que ça soit par de l'AI ou de la tech plus simple, entre guillemets, il y a sans doute beaucoup de choses à faire et c'est la meilleure entrée. C'est sans doute sur en gros, l'intelligence des systèmes énergétiques qui soient en chaleur fatale, qui soient en redistribution d'électricité, en complément, etc., etc. Est-ce qu'il y a une dernière page Oui, oui, tu as d'autres choses encore. sur les... Tu finis par la cybersécurité. Voilà, et évidemment, je finissais par la cybersécurité parce que dit tech, dit cybertech. Donc, il faut cybersécurité de tous ces processus technologiques qu'il faut mettre en place. Mais tous les sachants et les pratiquants l'ont bien deviné. Mais c'est vrai que plus on va finalement mettre de la tech dans les processus productifs ou les processus logistiques, et ben, plus il faudra de cybersécurité. Mais ça, on le sait bien. Et donc, c'est l'enjeu. Je crois que c'est important pour conclure, c'est dire que pendant longtemps, on avait séparé deux dynamiques, c'est-à-dire le verdissement. Alors, le verdissement qui s'est transformé en nouveau processus industriel, parce qu'au départ, on est plutôt sur du verdissement sans savoir où on va, en gros dépolluer d'une manière générale pour rentrer dans du processus industriel nouveau qui serait les nouveaux carburants. Ça, c'était on va dire un silo. Et le silo d'à côté, c'était littéralement le smart. Alors, smart port, smart terminal, smart cargo, smart, on mettait du smart partout. Et en fait, on s'aperçoit qu'on commence à être à la croisée des deux chemins. C'est-à-dire qu'il faut mettre du smart dans les processus logistiques, notamment pour calculer tout ce qui va être les impacts environnementaux, etc. Donc ça, c'est plutôt sur on va dire, la tech versus le cargo dans ce qu'il en émission. On l'a vu, la tech versus le bateau, sa meilleure efficience pour qu'il pollue moins. Et puis, il y a aussi tout le passage portuaire, et notamment ce qui peut être à différents crans, même si en le faisant, je m'aperçois que c'est pas encore évident de dire des grandes lignes. Hein. Dire l'AI va favoriser l'efficience énergétique du port, c'est une déclaration comme ça à brûle pour point qui demande encore. Mais vous voyez qu'en tout cas dans la tech, il y a des choses à faire et à se rapprocher pour que aussi, en fait, le smart energy, on va dire, s'applique notamment dans le passage portuaire ou dans la production portuaire. Voilà pour respecter dans Et les je 30 minutes qui nous restent dans le crois timing. que ça a été juste Merci de même un votre petit peu en dessous, attention. donc c'est parfait. Merci beaucoup, Paul. Alors, on a un petit temps maintenant, si vous le souhaitez, de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, hein, vous avez l'onglet questions qui vous est ouvert. Donc, surtout, voilà, profitez-en. Et puis, de toute façon, comme d'habitude, on vous renverra les slides si, évidemment, tu souhaites faire enfin, sauf des accords de ta part, Paul, mais on pourra donc vous transmettre les slides ainsi que le replay de cette intervention. Et on mettra évidemment aussi les coordonnées de Paul si jamais vous avez des questions qui vous viennent après, on pourra toujours les passer. Alors je vais profiter, moi j'avais quand même une ou deux questions par rapport à ton intervention. Bon alors tu as parlé du port, du grand port maritime de Saint-Nazaire. Alors j'ai une première question sur, tu l'as rapidement évoqué, la pêche, la plaisance. Comment tu vois un petit peu, toi, les évolutions de ces autres types de ports qui sont aussi des ports très importants pour la région des Pays de la Loire et plus globalement en France, hein, on a quand même Ouais, pas mal d'activités de pêche n'étant encore. pas hyper spécialiste, évidemment, il y a la même question hein, de la consommation électrique, de la consommation énergétique. Donc, il va falloir que, c'est vrai que sur les navires de pêche, est-ce qu'on passe justement à de l'électrique? Donc le port sera adapté aussi. Sur le port de bateaux de plaisance, enfin, on pourrait imaginer, hein, il n'y a pas de raison qu'on veuille décarboner absolument les 50 000 navires de commerce et leurs 12 milliards de tonnes et quelque part on ne le fasse pas aussi sur la plaisance et sur la pêche. Donc il y aura la même chose forcément. Et d'ailleurs ça peut être un enjeu hein, sur la décarbonation, les fameux e-carburants, méthanol et tout ça. L'enjeu chez nous c'est pas forcément de fournir le marché global. Il y a assez de navires à moteur entre guillemets dans toutes les activités, y compris pêche et plaisance pour que demain, on ait des nouveaux carburants. Donc la production de nouveaux carburants pourra aussi se faire dans des zones locales pour verdir. Alors soit c'est du tout électrique, soit c'est du carburant, mais on voit bien qu'il y aura aussi un enjeu et que c'est important de le prendre aussi parce que c'est quelque part, c'est la décarbonation de proximité. Elle passe bien par ça, d'où des solutions portuaires au Croisic ou à Pornichet sur une échéance qui serait celle de 2020, 30 à 40. Hein, on n'est pas non plus... Ok.
Très bien. Et alors, il y a une question de Jean-Michel Pommet de la société Zeni qui pose la question de la gestion de l'eau sur le bassin industriel. Effectivement, tu as beaucoup parlé d'énergie. Ouais. L'eau, c'est le deuxième évidemment élément fondamental voilà, pour nos sociétés. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur le bassin Ouais, industriel? mais c'est justement un des enjeux de ZBAC. C'est vrai, quand on parle de smart grid, dans smart grid, il y a tout le grid, ce n'est que le réseau. Donc il y a aussi des gestions. D'ailleurs, dans le projet TechCare, si je me souviens ce que j'ai compris, on va consommer de l'eau parce que forcément il en faut quand on fait des carburants. Et cette eau, ça peut être l'eau de restitution semi-traitée, on va dire de la carène. Donc c'est pour ça que c'est important en fait. Dans le dossier énergétique, le fait d'avoir sur un espace portuaire conventionnel en fait des industries à chaleur fatale, des industries qui n'ont jamais été complémentaires, on peut créer de l'économie circulaire au niveau des entreprises, enfin, des industries, mais aussi au niveau du territoire. D'où l'intérêt. Alors, de temps en temps, ça peut être la chaleur fatale qui finit dans le réseau. Pour ça, pour regarder, il y avait la toile industrielle de Dunkerque, mais eux, ils ont une aciérie, donc forcément, de la chaleur fatale, il y en a un peu plus. Mais on voit bien que c'est l'intérêt de ZIBAC, et c'est pour ça qu'il faut que, d'ailleurs, les collectivités sont ZIBAC, dans ZIBAC, c'est bien de voir. Donc, il y a effectivement la question de l'eau, les eaux grises, les eaux semi-sales et les eaux propres. Évidemment, l'intérêt, c'est que les eaux les plus, et on le sait bien, c'est pas parce qu'il pleut et qu'on est entouré des marais de Brière qu'on a beaucoup d'eau, et que la question pourrait se poser aussi de l'usage de l'eau selon le changement climatique et ce qui peut nous affecter. Effectivement, alors juste une précision, parce que tu parles de ZIBAC, tout le monde connaît peut-être pas forcément. ZIBAC, c'est un appel à projet de l'ADEME, qui signifie zone industrielle bas carbone, auquel les ports maritimes, d'ailleurs les grands ports maritimes ont quasiment tous répondu. Ça leur ouvre et donc le port de Nantes-Saint-Nazaire en particulier aussi a été lauréat de cet appel à projet, et ça ouvre des financements pour les études en lien avec la décarbonation et plus généralement effectivement la transition écologique dans les ports. Donc effectivement des sujets autour de l'eau peuvent aussi être adressés. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Oui, alors une question à propos du Smartport. Alors attendez, je vais déployer un peu la question. Voilà, à propos du smart dans les ports, le smart nécessite de la donnée en amont, exploitation, consommation par poste, fluide, etc. Où en sont les ports dans le monitoring de leurs activités? Pour l'instant, le smart, il faut être honnête, le smart, c'est d'abord un smart documentaire. Ça a longtemps. Alors, il y a le smart interne des terminaux à conteneurs, mais ça, c'est l'efficience d'un système. Le smart community system, c'est plutôt une efficience documentaire autour de la marchandise. Donc, on est sans doute encore dans balbutiant sur d'autres smart. Donc, cette mise en réseau, c'est pour ça qu'il y a des grands enjeux aujourd'hui de développement de solutions. C'est, à mon avis, c'est balbutiant. Je dis pas que ça n'existe pas, je suis pas assez spécialiste, mais pour l'instant, le smart a plutôt été un smart cargo et documentaire plutôt qu'un smart d'efficience des réseaux et des choses comme ça. D'ailleurs, un Et des là, enjeux du branchement hacké, hein. Marseille est très en avance là-dessus parce que c'est assez vaste, parce qu'il y a beaucoup de navires, mais il y a sans doute beaucoup de choses à faire au niveau du smart par rapport au branchement hacké, notamment dans la question des électricités produites et consommées. il y a plusieurs exemples qu'on pourrait donner effectivement d'évolution. Je me permets de compléter du coup le point parce que côté Polmer, on a pu accompagner des projets en lien avec la data portuaire, notamment sur le monitoring d'infrastructures. En l'occurrence, ça a été fait dans le cadre du quai qui avait été construit au pied justement de l'usine de General Electric. Il y a une partie du quai qui a été instrumentée par l'université de Nantes en l'occurrence, qui a noyé des capteurs pendant la construction de ce quai et qui permet de suivre en temps réel en fait les contraintes mécaniques, la pénétration de chlorure, etc. Donc un certain nombre de paramètres qui permet et l'objectif derrière évidemment c'est d'anticiper des maintenances pour faire un maximum de maintenance préventive plutôt que des maintenances curatives. Alors, Euh, ouais, Frédéric, tu vas-y. sais qu'on avait eu un truc, mais je sais pas si le dernier quai à Saint-Nazaire était un quai intelligent. C'est ça dont je te parle, ouais. Le Oui, c'est ça. TMDC en l'occurrence. Ouais, ouais, Voilà. c'est exactement ça, ouais, ouais. Et puis là, il y a d'autres opportunités qui vont s'ouvrir. Donc là aussi, j'en profite. Appel au sujet qui pourrait vous intéresser. Il y a donc cette grande infrastructure éole qui va arriver Bien sûr. dans quelques mois, années. Donc voilà, aussi peut-être, je reste prudent parce que c'est bien sous l'égide du port, mais peut-être des opportunités également d'innovation.
Euh, une question, alors on reste un petit peu aussi sur le smart, quid des développements des data centers dans la zone portuaire, arrivée de câbles, réseau internet, data center immergé, écologie industrielle, récupération enfin, refroidissement et puis possiblement récupération de chaleur fatale, versus effectivement des contraintes qu'on connaît bien en particulier sur Nantes-Saint-Nazaire, mais c'est vrai dans d'autres ports, un foncier qui est très rare et puis des consommations électriques donc qui vont augmenter. Ça vient d'être dit. Et en plus, dans les cas, on en a vu un, euh, on en a vu un à Marseille, effectivement, dans un ancien blocos. Mais bon, c'est dommage parce qu'à Saint-Nazaire, on n'a pas de base sous-marine, donc on peut pas en faire. Bien sûr. Bon, ça c'est dit. Une question sur les grands enjeux, une question de Pierre, du coup je me fais ton relais Pierre. Face aux grands enjeux évoqués, quelle sera ou serait la place, le rang de la place portuaire à l'horizon 2050? Voilà, comment tu vois un petit peu l'évolution liée à tous ces Moi, je vois, enjeux quel va devenir le rôle du port? Il est déjà clé, mais comment tu vois un petit ben, peu la suite? il y a une vraie question. Aujourd'hui, on a un port qui s'est beaucoup développé sur la forme de l'industrie aéroportuaire. Je parle pas des chantiers, hein. On avait une raffinerie, on a peu d'industrie, on tourne autour de 30 millions de tonnes. La question centrale pour nous, c'est est-ce qu'on perd une raffinerie, mais est-ce qu'on gagne autre chose? C'est très difficile de se mettre sur le tempo, donc sur la durée, c'est vrai que c'est la meilleure opportunité aujourd'hui logistique et industrielle. Et encore une fois, l'espace est contraint, mais comme je l'ai dit, on a un aéroport industriel et les chantiers de l'Atlantique. Donc, on est une des meilleures opportunités du Grand Ouest. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas un espace, comment on va dire, XXL, hein, comparé aux trois autres grands ports français. Donc, on a des capacités. Est-ce que demain, on aura 30 millions de tonnes? Alors, une chose qui est importante quand même, y compris pour la tech, c'est de comprendre que le commerce va sans doute changer. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est sur des grands volumes de marchandises. On peut très bien avoir des marchandises en plus petit volume ou en tout cas plus spécialisées. Ce qui amènerait aussi les ports à retrouver un peu la fonction qu'on n'a pas connue, mais qui ressemblerait plus à un port des années 30 qu'à un port des années 80, c'est-à-dire beaucoup de trafic, demandant quelque part plus de logistique, plus de finesse. Je parle dans les grains, je parle dans les hydrocarbures, je parle dans le conteneur, dans les marchandises. Voilà, ce qui serait un commerce qui serait peut-être moins de l'hyper-échelle, mais plus spécialisé. D'où aussi l'intérêt de mettre les techs là-dedans, parce qu'il y aura beaucoup plus de suivi, d'ajustement, voilà. En fait, le port pourrait retrouver une forme un peu plus archaïque, mais finalement plus naturelle. Parce que depuis l'Antiquité, c'est la vraie chose. On amène des marchandises sur un espace, on les stocke, on les transforme un peu, mais on les allotit, voilà. Et moins le port de papa, de la Datar, du général de Gaulle, de mon papa, hein. Très bien, très bien, merci. Une autre question, alors on revient un petit peu sur les sujets, alors peut-être que ça s'adresse aussi bien à toi qu'à moi d'ailleurs, mais bonjour, pouvez-vous nous parler un peu plus des capteurs utilisés dans les ports pour du monitoring en temps réel ou maintenance préventive? Je te laisse peut-être commencer Paul, et puis peut-être je Moi, compléterai j'en ai derrière. strictement aucune idée. Je pense que ça doit exister, D'accord. mais Bon, c'est un vrai mais oui, mais c'est sans doute là des enjeux de tech, hein. Ça, on est bien d'accord. hmm. C'est sans doute Ah oui, complètement. aujourd'hui là des vrais enjeux de tech qu'il faudrait voir avec les services des ports. C'est effectivement faire rentrer de la technologie dans l'ensemble du fonctionnement, j'allais dire plus conventionnel et non pas simplement du cargo entre guillemets. Donc Alors, du coup, effectivement je maintenant, complète Ouais, pardon, oui, mais tu excuse-moi. vois, juste, fallait qu'on le voit bien avec le renouvellement des ouvrages d'art, des quais, des défenses et tout ça. Il y a sans doute beaucoup, beaucoup à faire, hein. Voilà. Et effectivement, nous, c'est des sujets d'innovation hein, qu'on voit apparaître. Alors, on en a déjà eu plusieurs. C'est pas comment dire, c'est pas un nombre extrêmement important, mais on voit bien que c'est des choses qui sont regardées de plus en plus. Donc, je peux citer deux exemples. Celui, effectivement, dont je vous parlais, à savoir qui a été développé sur le grand quai là, au pied de l'usine de General Electric, donc ce qu'on appelle le TMDC. Donc, sur une partie de ce quai, il y a des capteurs, donc encore une fois, qui permettent de mesurer des contraintes mécaniques puisque c'est un quai pardon, qui était destiné à porter des charges lourdes, typiquement les nacelles, notamment des éoliennes, ça permet aussi de ces contraintes mécaniques, si on les mesure, on est aussi capable de mesurer d'éventuels accostages un peu brutaux, et puis peut-être remonter à l'origine de dégradation des quais. Et le deuxième paramètre qui est mesuré, voilà, j'ai pas la prétention de dire que je connais le projet complètement en détail, et il y a peut-être décrit d'autres paramètres, mais le deuxième paramètre qui était important, c'est la pénétration
pénétration des chlorures, évidemment pour évaluer la dégradation des renforcements métalliques qui viennent quand ils commencent à se corroder, qui viennent gonfler, et c'est ça qui fait en fait éclater le béton, puisque ça tient très mal comment dire, ça tient très bien à la compression, mais ça tient très mal à voilà, je cherche mon mot, mais je vais le retrouver. Bon, bref, donc ça permet de suivre un petit peu la dégradation de ces renforts métalliques. Le deuxième projet qu'on a pu accompagner, c'était avec la société Sarcelles et un projet issu de l'UGE, l'Université Gustave Eiffel, qui cette fois-ci, alors ça n'a pas été dans le port de Nantes-Saint-Nazaire, c'était sur plutôt des digues, des infrastructures de défense à la mer, avec des systèmes d'écoute, concrètement, d'écoute du clapot des vagues à travers l'infrastructure. Et en fait, l'infrastructure a une signature acoustique particulière, et si jamais des fissures commencent à se propager à l'intérieur, évidemment, la propagation des ondes mécaniques va pas se faire exactement de la même manière, et on va le détecter par une incidence ou une signature sonore un peu différente. Et ça permet aussi de détecter des choses. Donc aujourd'hui, c'est des projets ou des outils qui sont utilisés par exemple par une société qui s'appelle Caligé, qui est une société nantaise en l'occurrence, qui fait du monitoring et du suivi d'infrastructures. Voilà. Et donc après, voilà, il y a derrière tout reste à faire. Ce sont des exemples qui sont des projets de recherche, de R&D, même si aujourd'hui c'est des choses qui sont, du coup, ça a permis de les mettre dans le commerce, mais il y a encore énormément de choses à faire. Alors écoutez, je vous propose qu'on arrête là, parce que alors s'il y a encore alors, je vois encore, pardon, des questions. Donc, d'Éric Foulquier de l'Université de Brest. Dans les milieux portuaires que Paul fréquente, la question de la décroissance et de ce fait de la résilience est-elle discutée ou envisagée? Les trafics sont volatiles, pas forcément dans les tendances haussières. La décroissance des flux marchands fait-elle partie des scénarios stratégiques possibles? Et de là, quelles adaptations envisager? Eh ben non, il n'y a que le corbeau de mauvais augure que je suis qui se permet de le dire. Parce que en gros, on est quand même dans des fonctionnements techniques et j'allais dire technocratiques, qui ont toujours été la croissance qui est la seule solution. Alors, avec la désindustrialisation énergétique qu'on a appelée la transition énergétique, il faut commencer à changer. Mais la question, c'est effectivement, personne ne parle véritablement de ça parce que perdre une raffinerie ou perdre une aciérie, c'est un peu compliqué. La question, c'est en bon pragmatique et philosophe du monde portuaire, c'est est-ce que la présence de l'industrie ou de la raffinerie n'est pas qu'une parenthèse dans l'histoire portuaire et qu'il faut peut-être sortir d'un modèle très industriel au portuaire pour revenir à autre chose, ce qui n'empêche pas effectivement les usines demain de e-carburant dans les ports. Hein. Mais un port, c'est d'abord une fonction logistique et non pas une fonction industrielle. Elle l'a trouvé dans le cadre de la redéfinition de l'industrie européenne, enfin même mondiale, parce que ça vaut pour les Japon et les États-Unis dans les années 60 avec les zones industrielles portuaires, qu'on peut très bien perdre, parce que c'est ça qu'on perd. Après, on perd du trafic, on perd des droits de port, etc. Mais c'est vrai qu'il faut admettre finalement la respirabilité de l'espace portuaire, mais c'est comme pour toute l'économie occidentale. Hein. On sort de 30 ans d'années de 30 glorieuses et 30 ans de post-glorieux. Vous m'avez compris. Et donc, c'est dans autre chose. Décarbonation. Et en même temps, pour relativiser, maintenant, on reparle de souveraineté industrielle, et je le fais moi-même, de souveraineté industrielle, de réarmement, machin chose. Donc, d'où les ports retrouvent donc, en bon pragmatique, on va dire que les deux, mon capitaine, quelque part, il faut se dire, c'est pas fait pour ça et ça peut très bien changer, on peut redéfinir. Et en même temps, au nom d'impératifs qui seraient plus politiques ou géopolitiques, où on pourrait très bien réindustrialiser nos ports. Donc, la réponse est intermédiaire, mais je crois que c'est propre à l'époque. Tout ça est devenu très compliqué. Mais en tout cas, on a des bonnes bases. La preuve, pour finir, un TechCare, qui n'est pas un projet du territoire, qui est un projet d'EDF et qui est un projet d'acteurs, qui arrive avec une forte demande et que des acteurs extérieurs. Et aucun document politique portuaire de haut niveau n'a jamais écrit on va devenir un hub de production de e-carburant, même aérien. Preuve qu'il faut être pragmatique. Mais le rôle, comme je dis à tout le monde, hein, que ce soit la communauté portuaire, la communauté politique, etc., on est là pour suivre des projets. On est là justement pour accompagner des acteurs. Et ça sera pareil s'il y a des solutions technologiques. On est là pour. En fait, c'est un nid politique, un nid économique pour que puissent fleurir des solutions nouvelles. D'où l'intérêt aussi d'avoir une performance dans la tech et tout ce qui a été fait aussi dans le virtuel ou des choses comme ça qui ont été faites depuis une bonne décennie sur l'espace nanto-nazérien.
Merci, on va prendre une dernière question et puis après on passera à la conclusion parce qu'on va arriver au bout du temps qu'on s'était donné. Une question de Gilles Galland de Skyboard, donc développeur éolien. Voit-on des évolutions sur la difficulté d'accès à l'immobilier près des ports? Le sujet, c'est autour de peut-être un peu de la compétition entre l'habitat finalement du particulier, qui a été une tendance, hein, y compris à Saint-Nazaire d'ailleurs. À un moment, il y a eu cette volonté de, de construire plutôt des habitations et de repousser un petit peu les aspects industriels. Comment tu vois un petit peu cette tendance aujourd'hui? Est-ce qu'on est revient un petit peu en arrière ou est-ce Alors qu'on nous, reste sur cette... on est un peu dans le cas du pire, hein, parce que encore une fois, on a un port qui est assez contraint parce qu'il est entre l'estuaire et l'aéroport, l'aéroport industriel, hein, de Montoir. On a la chantier naval, on a en plus le marais de Brière derrière, on a la Loire. On est en train de nous mettre une cote plus 100 éventuellement par rapport à Xintia et qui nous donnerait en plus des contraintes. On a peur que l'eau arrive par tempête ou déborde par tous les trous, etc. Donc, et maintenant de l'immobilier. Donc c'est vrai que ça devient, on a des problèmes de riches, entre guillemets. On a des problèmes de riches d'une zone hyper dynamique et ça peut poser des questions. Alors, je crois que toutes les villes portuaires ont un peu ce croissance urbaine, en plus dans les croissances urbaines, milieu naturel sensible, une attente ensuite des populations d'avoir, qui vivent pourtant de la mer et de l'industrie de la mer, de préserver l'accès. Et d'ailleurs, ça sera une conférence que je vais faire à Lorient dans quelques jours qui va parler de ça. C'est vrai que c'est une vraie question, comment accompagner l'hypercroissance sectorielle qui fait des bassins d'emploi tout en préservant l'environnement et en plus de se préservant des changements de l'environnement. C'est exactement la thématique que je vais faire à Lorient dans quelques jours. Et c'est vrai que ça pose une question pour ces métropoles, enfin ces grandes villes portuaires et maritimes, d'accumuler un certain nombre de choses. Mais ça rend les défis d'autant plus intéressants et de réfléchir à la densité industrielle, de ce qu'on doit y faire, de retransformer les choses. Voilà, est-ce qu'il faut sacrifier des milliers pour des voitures, des parkings Est-ce que comment on doit construire aussi? Est-ce qu'on doit construire en lourd ou en léger? Vous voyez qu'à Saint-Nazaire, on construit plutôt en léger. Évidemment, ces questions se posent sur la plaine de Chantenay et Cheviré pour Nantes. Écoute, merci beaucoup Paul, encore une fois de ton intervention. Donc vous retrouverez cette intervention et globalement le webinaire hein, en replay. On vous renverra à tous les participants, on vous renverra directement le lien et puis vous retrouverez ça sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube du pôle. Voilà, merci encore Paul. On va passer à la suite et je vais laisser la parole à Pierre pour commencer et finalement conclure sur les futurs événements qui vous attendent pour le mois de mai à venir. On conclut tous les deux, non, je crois, Frédéric, Oui, oui, hein. tout à fait. Euh, Vas-y, donc je te laisse commencer la conclusion et je passe derrière. donc, en fait, l'aboutissement de. Encore merci, Paul, pour toutes ces informations. L'aboutissement de ces 4 webinaires, donc ça sera d'aller vers un événement qui a lieu le lundi 12 mai à La Baule. Le titre de l'événement, c'est l'école de l'investissement. Ça sera la 3e édition. L'objectif, c'est de rassembler à la fois les porteurs de projets et les financeurs. On l'a ciblé sur l'économie bleue cette année, qui est année de la mer. Et c'est un événement qui est soutenu par le Community Fund, c'est-à-dire un appel à projet de la mission French Tech nationale, ce qui nous permet d'avoir un petit peu de moyens et d'ambition pour structurer cet événement qu'on monte et qu'on organise et qu'on programme toujours en partenariat avec le pôle. Donc le petit QR code permet d'accéder à la billetterie qui est déjà ouverte. Alors, la programmation avance bien, parce que ce que je n'ai pas rappelé, c'est que la French Tech est à Saint-Nazaire d'abord et essentiellement une association de dirigeants bénévoles. Donc on fait avec les moyens qui sont les nôtres et on essaye de faire du mieux possible. Donc si tu peux passer à la slide d'après, Frédéric, s'il te plaît. Donc nous avons un petit peu, enfin on a bien avancé déjà sur la programmation. Donc une plénière d'ouverture et on revient un petit peu sur ce que tu disais Paul, comment on peut concilier défis environnementaux et économiques autour de l'économie bleue. On ne peut pas encore annoncer j'allais dire skippers, hein, je me trahis un petit peu, donc les speakers, mais dans les 2 speakers, il y aura normalement un skipper, voilà. Une table ronde qui sera sur le financement de l'innovation et l'économie bleue, le champ des possibles, des business angels, dont Abab, par exemple, qui est notre partenaire, des fonds, dont Merinvest, BPI France, et on est en train de travailler là sur le sourcing de fonds nationaux qui sont vraiment focus sur l'économie bleue.
Une table ronde numéro 2 qui est bien avancée, qui sera sur 3 retours d'expérience, start-up ou PME, selon 3 niveaux de maturité. Je crois que Jean-Michel Zeni, qui travaille sur son projet actuellement, levée de fonds, sera de la partie plutôt sur la start-up qui est en phase de développement. On est en train de caler une intervention Accendus Temo, là plutôt sous l'angle prototypage, industrialisation, fabrication série, donc l'accompagnement industriel. Et le troisième projet sera un projet de territoire qui est bien connu, qui a, je crois, expérimenté avec Life sur la production d'hydrogène décarboné en mer, et ça sera GEPS. Et pour ces 3 projets, il y aura 3 structures d'accompagnement: TGS, AC pour Zeni, Accendus pour Temo, je l'ai dit, et le pôle pour GEPS. Et ça permettra aussi, via GEPS et le pôle, d'avoir tout le continuum d'accompagnement, puisqu'il s'agit de mature. Pardon. On aura une keynote avec 10 septembre, qui est un cabinet accompagnement spécialisé dans les aides publiques à l'innovation et qui travaille aussi avec le pôle plutôt sur les aides crédit impôt innovation, crédit impôt recherche, statut jeune entreprise, avec les critères RSE, ESG qui aujourd'hui deviennent de plus en plus prégnants pour obtenir des financements. Et une plénière de fin, j'ai mis le nom, mais on n'a pas encore l'accord définitif, puisque Claire Hugues, qui est vice-présidente région Pays de la Loire en charge des affaires maritimes, a aussi des obligations de représentation de la présidente. Mais si elle est libre, elle sera présente, qui nous fera un focus international, national et régional pour repositionner un peu les enjeux de l'économie bleue et les Pays de la Loire dans ce jeu. Une dizaine de startups qui viendront pitcher. Certaines sont déjà sourcées. On va lancer un appel à candidature à J-45, dont ça sera la semaine prochaine. Et puis, une phase de networking, village des exposants à la fin. Tout ça au Palais des Congrès de La Baule, qui est aussi notre partenaire, et avec le soutien de la ville de La Baule, ce qui veut dire une intervention du maire de La Baule et VP Région Développement économique en introduction de tout cela. J'ai été assez complet et je te passe la balle, Frédéric, puisque toi, cet événement a été mis le 12, puisque le 13, il y a un deuxième événement Voilà, non moins exactement. important. Voilà, donc je reprends la balle au bon. Merci Pierre. Effectivement, on co-organise du coup le lendemain un événement qui s'appelle Possible. Alors c'est le premier d'un événement qu'on espère récurrent en l'occurrence. Vous connaissez pour la plupart, j'imagine, Win for Good sur la propulsion par le vent. L'idée c'est toujours avec Nantes Saint-Nazaire Développement qu'on travaille cette fois-ci sur le reste de la décarbonation avec une approche un peu particulière. Je vais l'expliquer juste sur le slide qui suit. On fait ça en partenariat avec Nantes Métropole, l'ACCI Nantes Saint-Nazaire, et là mon slide n'est pas tout à fait à jour, puisqu'on a aussi, comme d'ailleurs l'événement de Pierre, un soutien de la part du Crédit Maritime. Il faudra que je mette ça à jour. Donc cet événement, alors Paul en sera, puisqu'il va faire une intervention lors de cette journée également. L'objectif là, c'est on va mettre en jeu une modalité un peu particulière pour faire réfléchir l'écosystème sur la décarbonation en essayant de projeter les participants dans le futur, en 2050, 2070, en essayant de travailler sur des scénarios ou des contraintes, disons, qu'on risque, qui vont arriver malheureusement dans un futur plus ou moins proche, à savoir difficulté d'accès à l'énergie, à savoir montée des eaux, à savoir des enjeux autour de la recyclabilité des matériaux qui va devenir de plus en plus prégnant pour différentes raisons, d'accès aux matières de manière générale, et puis également des enjeux sans doute géopolitiques qui vont faire que peut-être certains matériaux sont plus difficiles à avoir. Donc on va organiser cette journée autour de ces 3 thèmes: montée des eaux, moins d'énergie et recyclabilité des matériaux. Et l'idée, c'est en imposant des contraintes telles qu'on peut le supposer d'ici quelques années, et ben faire réfléchir notre écosystème à comment les activités industrielles justement vont évoluer dans le cadre de ces contraintes. L'idée pour nous, c'est évidemment de faire un petit peu lever le nez du guidon aux chefs d'entreprise, aux parties prenantes de manière générale, pour en voyant un petit peu ce qui arrive, comment est-ce qu'on peut anticiper et préparer au mieux la suite. Donc c'est un événement à portée nationale. On a une forte ambition donc on organise ça sur une journée qui va démarrer
en milieu de matinée pour laisser le temps aux non locaux de venir, et puis qui va se terminer vers 16-17 heures pour pouvoir voilà, laisser aussi le temps aux gens de repartir en prenant un train pour pouvoir voilà, quitter si ce sont des gens qui viennent d'un peu plus loin, quitter la région. Voilà, donc là aussi la billetterie est ouverte. Donc de la même manière, alors j'ai pas mis le petit QR code, on est moins avancé en termes de tech que nos amis de la French Tech, mais je mettrai également dans les slides qu'on vous enverra le lien vers l'inscription puisque c'est déjà ouvert depuis quelques jours. Voilà. Donc, pour terminer définitivement notre webinaire, et puis vous laisser le temps d'aller manger un petit peu, je l'espère, prochain rendez-vous le 28 avril prochain. On va parler cette fois-ci des enjeux et des opportunités autour des bioressources marines. Là aussi, vous verrez que le territoire est assez bien doté sur ces sujets-là, des outils, des compétences. Donc, on va essayer de vous présenter tout ça, et à nouveau pour vous donner envie de rejoindre nos événements, évidemment, et puis peut-être voilà, de rejoindre plus généralement l'écosystème des Pays de la Loire autour de ces sujets d'économie bleue. Voilà, le webinaire se termine. Il me reste à vous remercier de votre participation. Merci beaucoup Pierre à nouveau pour cette collaboration. Et puis, bah, écoutez, je vous dis rendez-vous dans un mois pour les bioressources marines. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon appétit à tout le monde. Au revoir.